Dans le processus de mondialisation industrielle qui s'accélère au début du XXe siècle, ce modèle trouve à s'incarner de l'autre côté de l'Atlantique, sous le blason anglo-néerlandais de la coquille Saint-Jacques. La Royal Dutch Shell est née d'une rencontre entre deux aventuriers, Marcus Samuel et Charles Deterding. Le premier est à la tête d'une compagnie maritime, la Shell, qui, comme son nom l'indique, transporte des coquillages exotiques des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, vers la Hollande. Le second est le patron d'une petite compagnie pétrolière, la Royal Dutch, qui exploite un gisement proche de Sumatra. Après s'être livrés à d'impitoyables batailles commerciales, les deux hommes s'associent en 1909 au sein d'une société holding, la Royal Dutch Shell. La Royal Dutch Shell a été l'une des premières à avoir contribué à la mondialisation de l'industrie pétrolière internationale. Une des deux premières en réalité, l'équivalent européen de la Standard Oil de John D. Rockefeller, si vous voulez. L'homme le plus puissant de cette nouvelle donne était Henry Deterding. Il était vraiment l'équivalent européen de John D. Rockefeller aux États-Unis. Il parvint, avant la Première Guerre mondiale, à faire de la Royal Dutch une compagnie pétrolière mondiale. Rapidement, la Royal Dutch Shell se retrouve en compétition avec la Standard Oil sur tous les champs pétrolifères du monde. Comme en Roumanie, sur la bordure des Carpates, où s'ébauche dès la fin du XIXe siècle une véritable mutation industrielle à partir d'un artisanat du pétrole vieux de plusieurs siècles. Malgré la présence de nombreuses compagnies étrangères, la Shell et la Standard Oil contrôlent la majorité des richesses pétrolières du pays. Mais c'est en Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne, dans la région de Bakou, que la concurrence entre les majors se fait la plus rude. Elle est à la mesure des gisements qu'on y découvre, comme celui de Bibi Hebat, l'un des premiers gisements géants du monde, mis en exploitation en 1901. 2500 ans auparavant, les feux éternels de Bakou, qui s'allumaient spontanément, avaient constitué le fondement du culte persan de Zarathustra. Depuis cette époque, l'exploitation du pétrole de surface n'avait jamais cessé. Dès les années 1875, les frères Nobel, auxquels s'associent les Rothschild, puis la Shell, donnent l'impulsion à une exploitation rationnelle des gisements. Elle se prolonge par la construction d'un chemin de fer, puis d'un pipeline, Bakou-Batoum, sur la mer Noire, point de départ du pétrole lampant distribué en Europe occidentale. Au début du XXe siècle, alors que la lampe à pétrole est sur le point d'être détrônée par le gaz d'éclairage puis par la fée électricité, s'ébauche la plus grande révolution des transports de tous les temps. Elle va donner au carburant tiré du pétrole le rôle majeur qu'il conserve aujourd'hui. L'avènement de l'automobile provoque une intense compétition entre l'Europe et les États-Unis dans tous les domaines des moyens de transport, terrestres, aériens et maritimes, utilisant le moteur à combustion interne. L'avion connaît alors une victoire définitive sur les objets volants plus légers que l'air, dérivés de l'antique montgolfière. Dans le domaine maritime, l'adaptation du moteur diesel, alimenté au mazout, marque la première atteinte à la suprématie du charbon comme source d'énergie. Cette mutation de la technologie navale est à l'origine de l'intérêt précoce pour le pétrole du gouvernement britannique, alors au fait de sa puissance maritime. Le pétrole prit une grande importance pour le gouvernement britannique au début du XXe siècle. En effet, il représentait pour la marine royale un carburant bien supérieur au charbon. Or, à cette époque, la Grande-Bretagne était en compétition avec l'Allemagne impériale pour la suprématie maritime. C'est la raison principale pour laquelle le gouvernement britannique a commencé à considérer la portée stratégique de son approvisionnement en pétrole. L'Anglo-Persian Oil Company, l'actuelle British Petroleum, la BP, est le symbole de cette volonté politique.
Sa naissance, en 1901, est digne d'un roman d'aventure. À la fin du XIXe siècle, un archéologue français, Jacques de Morgan, constate, lors d'une expédition de fouilles en Perse, des efflorescences de pétrole dans la zone frontalière avec l'actuel Irak. Un riche Anglais propriétaire de mines d'or en Australie, William Knox Darcy, s'intéresse à sa découverte. Après expertise d'un géologue, Darcy obtient du Shah de Perse, par l'intermédiaire de son grand vizir, un droit de concession minière contre un magot en pièces d'or. Darcy dépense vainement des fortunes en forage stérile. L'amiral Fisher, partisan acharné de la conversion de la flotte de guerre au mazout, est son seul allié. 3 ans plus tard, à demi ruiné, Darcy décide d'abandonner. Mais le message qu'il envoie de Londres à son équipe se perd en route et les forages continuent. Quand le 26 mai 1908, une formidable explosion ébranle la zone de Majid-i-Souleiman, littéralement la mosquée de Salomon. Elle est suivie d'un jaillissement de brut d'une hauteur de plus de 15 mètres. Pour fêter cette découverte, qui le sauve de la ruine et marque les débuts de l'histoire du pétrole moyen-oriental, Darcy aurait cité ce verset du psaume 104 tiré de la Bible. Il extrait de terre de l'huile pour faire resplendir son visage. Après la création de l'Anglo-Persiane en 1909, son impératif fut de développer ce gisement de pétrole géant en Iran, qui était le premier gisement de cette importance à être découvert au Moyen-Orient. L'Anglo-Persiane avait là un avantage certain sur ses concurrents. Si cette compagnie put devenir aussi importante dans l'industrie pétrolière internationale, c'est parce qu'elle fut la première à s'installer au Moyen-Orient. Elle dut son développement à l'exploitation de ce gisement et à la construction d'un pipeline et d'une raffinerie qui permirent la mise en vente de ces produits répondant aux demandes des automobilistes qui commençaient à être nombreux à l'époque et de l'industrie navale également. La façon dont l'Anglo-Persiane se développa plus spécifiquement fut qu'elle devint, comme la Royal Dutch Shell, semblable aux autres grandes compagnies américaines de l'époque. Elle adopta une structure similaire et devint ce que l'on appelle aujourd'hui une compagnie pétrolière verticalement intégrée. Elle se lança dans tous les secteurs de l'exploration et production de pétrole brut, à son raffinage et à la commercialisation des produits dérivés du pétrole par ses propres circuits, c'est-à-dire ses propres stations-service, ses propres magasins de vente au détail. Elle avait également de gros contrats avec la Marine royale britannique ainsi qu'avec d'autres clients. Elle put affirmer sa présence au niveau international grâce à sa possibilité de disposer de grandes quantités peu chères à produire de pétrole brut perse. Ce fut la clé de son succès. Le gouvernement britannique prend une part majoritaire dans la gestion de l'anglo-iranienne, à l'initiative du jeune ministre de la Marine de l'époque, Winston Churchill, convaincu de l'importance stratégique majeure du pétrole dans les futurs conflits. La Première Guerre mondiale qui éclate alors devait, hélas, lui donner raison. Elle débute pourtant de manière traditionnelle, par d'héroïques charges de cavalerie conjuguées à des assauts massifs de l'infanterie, la reine des batailles. Mais déjà s'ébauche une véritable révolution dans l'art de la guerre. Le glorieux épisode des taxis de la Marne en est le prologue. En 1914, 1100 taxis parisiens G7 sont réquisitionnés pour transporter d'urgence 5000 fantassins sur la ligne de front que l'armée allemande menace de déborder. Grâce à la rapidité de cette intervention, Paris est sauvé de la capitulation. Le grand tournant s'opère 2 ans plus tard, quand après la terrible bataille de Verdun, tous les états-majors adoptent le concept de guerre industrielle. Il est fondé sur un emploi massif d'engins motorisés, chars d'assaut, camions transport de troupes, artillerie autotractée, avions, sous-marins, qui donnent aux armées une capacité de mouvement et de destruction d'une ampleur inconnue jusqu'à cette époque. Dès lors, la possession de pétrole devient un enjeu vital pour les pays en guerre. Les Français, totalement dépendants de leurs alliés britanniques pour leur approvisionnement pétrolier, sont pris au dépourvu par cette révolution. Leurs réserves s'épuisent. En 1917, le président du Conseil, Georges Clemenceau, est contraint de demander de l'aide à ses alliés américains. Il conclut le télégramme qu'il envoie au président des États-Unis, Woodrow Wilson, par cette formule célèbre.
Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède de l'essence aussi nécessaire à la victoire que le sang. Il est entendu. En moins de 3 semaines, la France reçoit plus de 40 000 tonnes de pétrole américain qui furent un atout majeur de la victoire des Alliés, conclue 1 an plus tard par la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Cet épisode est un épisode qui a porté ses leçons. D'une part, en 1918, il y a eu un monopole d'importation de l'État pour le pétrole. C'est important, nous sommes dans un pays qui a de tradition libérale. Or, pendant la guerre, l'État prend de plus en plus de pouvoir. D'autre part, les hommes comme Clémenceau, comme Henri Béranger, Louis Pinault, qui étaient préoccupés par cette histoire du pétrole, se sont dit qu'il fallait trouver une solution dans l'après-guerre. Donc la Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la France vis-à-vis de sa fragilité quand le pétrole était absolument nécessaire et indispensable, en particulier en période de guerre. La France se lance alors dans une politique pétrolière volontariste afin de garantir son approvisionnement. L'occasion se présente 2 ans plus tard, en avril 1920, lors de la conférence de San Remo, quand est soulevé l'épineux problème de la Turkish Petroleum Company, une compagnie pétrolière à laquelle les Allemands étaient associés. Son origine remonte aux années d'avant-guerre, quand l'Irak était encore la Mésopotamie, l'une des provinces de l'Empire ottoman. Ces riches indices pétroliers intéressent alors un génial homme d'affaires d'origine arménienne, Calouste Gulbenkian. Avec l'accord du sultan de Turquie, il réussit à réunir 3 partenaires aux intérêts pourtant divergents. L'Anglo-Persiane, la Shell et une banque allemande, la Deutsche Bank. Mais avant d'avoir foré le moindre puits, la Turkish Petroleum entre en sommeil quand éclate la guerre. Tout change après la victoire, quand l'Empire ottoman, qui s'était rangé aux côtés des Allemands, est démantelé par les Alliés. Français et Anglais se partagent la dépouille du vieil empire. Les Français héritent des mandats de la Syrie et du Liban, les Anglais de ceux de la Palestine et de l'Irak. Se pose alors le sort de la Turkish Petroleum Company, dont les Anglais rêvent de s'emparer pour exploiter seuls les richesses pétrolières de leur mandat irakien. C'est compter sans les Français et leur frustration pétrolière. Au terme de négociations houleuses, la France obtient, au titre de dommages de guerre, la part allemande de la Turkish Petroleum, soit 25% des parts. Cette victoire débouche sur la naissance de la Compagnie française des pétroles, la CFP, l'ancêtre de Total. Les Américains, eux aussi, réclament et obtiennent de leurs alliés leur part du gâteau irakien. Un consortium dominé par les Britanniques se constitue alors, l'Iraq Petroleum Company, l'IPC. Il regroupe la Shell, l'Anglo-Persiane, la CFP, l'US Nedec. Chacune d'entre elles touche 23,75% des parts. Quant à Gulbenkian, il se contente en tant qu'intermédiaire de 5% des parts. D'où son surnom de Monsieur 5%, qui en fera l'un des hommes les plus riches de son temps. Ces accords signés, les travaux d'exploration commencent. Vont-ils confirmer le vieux rêve de Gulbenkian? Après des dizaines d'expéditions géologiques infructueuses, les recherches se concentrent aux environs de Kirkouk. C'est là que le 14 octobre 1927, à 3 h du matin, un formidable grondement ébranle le désert. Du puits de Baba Gourgour numéro 1 jaillit un flot de pétrole si puissant qu'il faut recruter 700 hommes pour endiguer la véritable marée noire qui menace la ville de Kirkouk. À cette date, l'Iraq Petroleum Company, l'IPC, entre dans une phase active. Dans l'euphorie de la découverte du premier gisement géant de l'histoire pétrolière moyenne-orientale, les patrons américano-anglo-franco-néerlandais de l'Iraq Petroleum Company conviennent de travailler en bonne intelligence dans toute la région. Encore faut-il en déterminer les frontières, à l'époque imprécises. On raconte que Gulbenkian, muni d'un gros crayon rouge, traça une ligne, la fameuse ligne rouge,
le long des frontières de l'ancien Empire ottoman. À l'exception du Koweït et de l'Iran, elle incluait tout le Moyen-Orient, y compris la péninsule arabique. C'est-à-dire la quasi-totalité de l'Eldorado pétrolier, dont les gisements géants, les plus importants du monde, ceux en particulier d'Arabie Saoudite, restaient encore à découvrir. La naissance de l'Iraq Petroleum Company est le reflet d'une profonde mutation liée au pétrole que connaissent les pays industriels depuis la fin de la guerre. En particulier les États-Unis, premiers producteurs, exportateurs et consommateurs de pétrole du monde et qui conserveront leur suprématie jusqu'à la fin des années 60. L'automobile connaît alors un véritable boom grâce au formidable essor de l'industrie pétrolière, capable de fournir en tout point du pays un carburant bon marché et apparemment inépuisable. Bien que de moindre amplitude, l'Europe connaît elle aussi le même phénomène. La pression de la demande en pétrole s'accentue. Elle provoque, de part et d'autre de l'Atlantique, une compétition acharnée entre les majors et les compagnies indépendantes pour la conquête de nouveaux champs pétroliers dans les zones les plus reculées du monde.